Et bienvenue aux Hypermondes. Donc, c'est une toute première conférence et merci d'être nombreux à 10 heures du matin. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes venus pour entendre parler de cartes avec cette petite table ronde MathMaps. Et je vais m'octroyer le droit de me présenter en première. Comme ça, on ne parlera plus de moi après. Je suis Camille Wagner, assistante éditoriale pour les éditions du Penseur et hypermondienne depuis cette année. Donc, je vais modérer cette table ronde avec, premièrement, Ellie Green. Donc, Ellie Green est autrice de la renommée saga Steam Sailors, que vous voyez ici. C'est les 2 premiers tomes, mais on a un 3e tome et un prequel. Ellie, avec cet ouvrage, enfin ces ouvrages, tu as été lauréate du Grand Prix d'Imaginaire sur les 2 tomes. Il y a, j'ai des petites images à vous montrer en fait. Voilà pour les couvertures. Bon, il y a eu d'autres prix aussi, mais le renommé GPI. Je précise toujours les noms des personnes qui ont fait les couvertures. Ici, c'est Vadé Rétro qui a obtenu un très beau prix aussi, qui est voilà pour les 2 premiers tomes. Bon, à savoir. Tu as aussi écrit, Ellie, d'autres romans chez Gulfstream. Un Noël tombé du ciel, Troll pour des plus jeunes. Hazel tout court, plus récemment, ce cher Ajo, Hazel tout court et les feuilles du temps. Et à sortir bientôt, c'est pour octobre, Silverton Supernatural Project. En avant-première sur ce salon, d'ailleurs. En avant-première sur ce salon. Je n'ai pas la couverture, mais n'hésitez pas, après cette conférence, à aller le voir et le faire signer éventuellement. Quand tu n'écris pas, quand tu ne lis pas, tu es sage-femme. Voilà. Et tu as un point commun avec Tolkien. C'est que Steam Sailor, cette histoire est née parce que à l'origine, tu inventais des histoires le soir à ton plus jeune frère pour qu'il s'endorme. Et des années plus tard, ça a donné ces très beaux romans. On a ensuite, alors je saute une personne, Aurélie Luong, tout à votre droite, avec Quand vient la Horde. Quand vient la Horde, qui est ton premier roman, sorti chez Scrinéo et en poche chez Folio, avec ses belles couvertures. Donc pour le grand format, Benjamin Carré et le petit Alain Briand. Voilà, je vous laisse les observer. Donc tu es ingénieur généraliste bon, dans les chantiers industriels. Je vous donne la biographie complète. Et tu prépares enfin non, tu as fini de préparer ton prochain roman qui va sortir en mars 2026, L'envol des sables. Voilà. Chez Argile. Pardon. Chez Argile. Chez Argile, exactement. Je n'ai pas précisé l'éditeur. Chez Argile. Dernière, mais pas des moindres, je vous la fais en français, mais c'est voilà. Christine Zanin. Christine Zanin, j'ai besoin de mes notes cette fois-ci. Christine, tu es enseignante chercheuse et professeure émérite en géographie et cartographie à Paris-Cité. Et à l'UMR Géographicité, où tu as pour thème de recherche la cartographie, la représentation, la visualisation, la sémiologie graphique, la représentation des aménagements et les gestions territoriales. Je tenais à vous la faire dans son ensemble parce que ça a tout son intérêt sur cette table ronde. Tu es présidente adjointe du comité français de cartographie, et responsable du parcours Cartagéo, master GAED à Paris-Cité et Panthéon-Sorbonne, co-autrice sur des ouvrages qui concernent la cartographie, comme le manuel de cartographie, principe, méthode, application, donc avec Nicolas Lambert, qui à l'origine devait venir sur cette table ronde et qui n'a pas pu, qui en est triste, et nous aussi. Un autre ouvrage qui s'appelle Savoir faire une carte, aide à la conception et à la réalisation d'une carte thématique univariée, avec Marie-Laure Trémélo. Et l'ouvrage que vous avez sous les yeux, Mad Maps, coécrit avec Nicolas Lambert. Je n'ai pas passé, voilà, la petite page. Mad Maps que vous voyez en plus grand ici, dédié à
à la cartographie, mais je te laisserai en parler juste après. Christine, qu'est-ce qu'une carte? Oh là, vaste sujet, hein. Qu'est-ce qu'une carte? Une carte, c'est plein de choses. C'est un objet, c'est un rêve, c'est un parcours. C'est comme j'aime dire aux étudiants, c'est une arme de combat. C'est un engagement. C'est plein de choses. Alors, on peut vous donner la définition classique. La carte, c'est une représentation visuelle d'un monde avec des coordonnées géographiques très précises et voilà, avec une représentation du réel. L'histoire, c'est que dans une carte, d'abord, il n'y a pas qu'une carte, il y a des multitudes de cartes. D'un point de vue scientifique, on parle de 2 types de cartes. La carte du type IGN, qui est une carte d'ingénieur, qui sert à poser le territoire, à délimiter le territoire, délimiter les frontières, montrer où sont les choses sur ce territoire. C'est une garantie des altitudes, des latitudes, des longitudes, et ça représente le réel. Voilà. Et puis, il y a tout un pan parallèle qui s'appelle, de façon générique et globale, la cartographie thématique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une cartographie qui donne à voir le monde, qui donne à voir des points de vue sur le monde et qui traite de tous les thèmes possibles et inimaginables qui sont spatialisables. Donc, par exemple, on peut très bien représenter des imaginaires et des parcours imaginaires et des itinéraires imaginaires, notamment comme il y a dans le roman d'Aurélie. Je ne sais pas trop, je crois qu'il n'y a pas de carte dans tes... Il y a une carte, et voilà. Donc, mais évidemment, ce sont des cartes qui appuient un récit, mais c'est un récit imaginaire. C'est très bien. Mais on s'affranchit d'énormément de choses. Parce que la carte géographique, même si elle correspond à une réalité, à un moment donné, elle s'appuie sur un langage, et sur un langage qui est, je dirais pas très strict, parce qu'on peut s'en affranchir sans problème, mais qui a une certaine stabilité, des certains codes, en quelque sorte. Ces codes venant, en fait, de la capacité de l'œil à voir les choses. Et donc, elle est basée sur des signes qui sont signifiants, qui veulent dire quelque chose. Et on essaye de traduire pour le lecteur, pour celui qui regarde la carte, on va essayer de traduire des éléments, des concepts visuellement. Donc, c'est un objet graphique, essentiellement. Voilà, je peux m'arrêter là. Je peux dire beaucoup de choses, mais je peux m'arrêter là. J'ai changé donc à l'affichage. Ce que vous voyez, c'est l'une des cartes que je trouve qui illustre ton propos, qui est donc la représentation des requins. Des requins. Donc, on a 2 points de vue. On a le nombre d'humains tués par des requins et l'inverse, le nombre de requins tués par des humains. Donc, voilà, en rebondissement. Et vous voyez, quand je parle d'armes de combat, c'est une donnée à voir un certain type d'information et comment cette information, elle peut prendre des points de vue très différents. Et selon comment vous voulez, le message que vous voulez transmettre, ou qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez que les gens voient, eh ben, vous pouvez travailler sur un certain nombre de leviers, notamment sur la carte des requins, où en fait, on s'est dit, si le requin faisait la carte, comment est-ce qu'il dirait par rapport à je vais tuer des humains, combien d'humains il y a de tués par rapport au nombre de requins. Donc voilà, donc c'est assez parlant. Et c'est une carte qui illustre le fait que selon le point de vue qu'on adopte, on peut dire tout et son contraire. Donc vous imaginez bien que là, je parle des requins, mais on pourrait parler aussi, il y a d'autres cartes, par exemple sur les violences policières ou sur tout un tas de choses. Selon le point de vue qu'on adopte, eh ben, on va me donner à voir différentes choses. Je t'ai mis Ready is Dead derrière. Oui. Alors, cette carte-là a été faite avec l'idée, justement, que donc les fameux signes dont je vous parlais, les signes qui permettent de traduire graphiquement la pensée, notamment, il y a la couleur, qui est le signe le plus
attrayant, on va dire, pour voir les choses. Suivant les couleurs, elles sont pas anodines. Et suivant les couleurs, vous pouvez faire quelque chose qui marque ou quelque chose qui est neutre. Ici, on a volontairement voulu cette carte en rouge. D'abord parce qu'au cours de l'ensemble des cartes qu'il y a dans l'ouvrage, tout d'un coup, il y a du rouge qui apparaît et c'est une des couleurs qui est le mieux perçue par tout le monde et qui est surtout très forte. C'est celle qu'on voit en premier. Où qu'on soit, on captera le rouge en premier. Et là, l'idée, c'était d'attirer l'œil sur le fait que le business de la guerre est important. Et donc, voilà ce que ça crée comme élément. Donc après, vous pouvez rajouter des choses par-dessus. Nous, on a parlé des exports d'armes, du lien entre les exports d'armes et des pertes d'humaines. Et on voit tout de suite que c'est pas les mêmes endroits, en fait. Que l'endroit où on exporte des armes, c'est pas tout à fait les endroits où les hommes sont tués. On a même une distinction. En général, on vend des armes où on est tué par celle-ci et pas trop les deux, a priori. Voilà, votre exactement. Alors, je vais quitter le champ très... classique. Pas classique, mais ancré dans le réel, on va dire, pour aborder la question de l'imaginaire. Donc, je m'adresse en premier à Aurélie. Ton ouvrage comporte une carte, donc celui d'Eli Green aussi. Tu as... Donc, quel rapport as-tu eu avec la cartographie, la représentation de ton univers? Et juste avant, tu peux nous décrire très succinctement ton roman. Oui. Alors, Donc, Quand vient la Horde, c'est un roman de fantasy qui s'ancre dans des peuples qui ressemblent à la Corée et à la Russie, clairement. Mes voyages m'ont beaucoup inspiré, donc je remets ça dans mes romans. Et qui a la particularité d'être sans magie. Donc c'est un monde inventé avec les codes de la fantasy, mais où il y aura pas de dragon, il n'y a pas d'elfe, il n'y a pas de magie. Parce que c'est ce que j'aime bien, donc c'est ce que j'ai écrit. Et en termes d'histoire, ça reprend l'histoire d'un jeune homme dont le rêve est de devenir fonctionnaire d'État parce qu'en fait c'est un idéaliste, donc lui il veut changer son pays. Sauf qu'il se fait enlever par une horde de mercenaires qui sont complètement sur un autre plan, et en fait il va être complètement embarqué par une espèce de folie de vengeance en fait. Donc ça va complètement heurter ses valeurs, et bon, il va falloir qu'il se replace par rapport à tout ça, et qu'il essaye de survivre aussi. C'est pas mal. Et donc en termes de cartes, j'ai réalisé beaucoup ça en parlant et en lisant Mad Maps. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs de fantasy. On le voit sur cette carte. On le voit aussi. On connaît tous, je pense, la carte de Tolkien, de la Terre du Milieu. On est beaucoup dans des cartes type IGN, en fait. On place les éléments, où est-ce qu'ils sont. Alors nous, en tant qu'auteurs, souvent, c'est pour calculer un peu nos temps de déplacement. Combien de temps il faut pour voyager là? Ah, là, il traverse des montagnes. Alors, ok, je vais mettre des montagnes. Donc c'est très terre à terre finalement. Donc voilà, moi c'était mon besoin pour la carte. Clairement, c'était vraiment pour calculer, pour réfléchir. Ok, j'ai besoin que la ville elle soit pas trop loin parce que je veux pas faire un voyage de 100 ans. Où est-ce que je vais mettre la ville? Bon, ok, là il faut qu'ils attaquent, mais j'ai besoin d'une falaise, donc allez, je vais mettre la chaîne de montagne ici. Donc c'est très pragmatique, mais en fait je me dis, tu vois, ça m'inspire beaucoup. En fait, je me dis, j'ai envie de faire une carte qui est thématique et de lancer un livre sur ça en fait, sur ce sujet-là. Parce que je peux répondre juste pour dire. En fait, ce que je trouve intéressant dans ta carte, effectivement, en lisant le roman, évidemment, j'avais mon œil de cartographe. Donc, en fait, aussi, je lisais le roman, je me disais, ah, ce lieu, ça serait bien qu'on le voit. Donc, je faisais des allers-retours entre la carte et le roman, et l'histoire, en quelque sorte. Et tu viens de dire que ton objectif, c'était d'avoir des distances et d'avoir du temps. Et là où j'étais très étonnée, c'est que, ou alors elle est cachée, que je ne l'ai pas vue, mais il n'y a pas d'échelle. Non, il n'y a pas d'échelle, c'est vrai. Il n'y a pas d'échelle. Et l'échelle, elle peut être de toutes sortes. Elle peut être. Non, parce que c'est pas absolument obligatoire. Mais t'as pas d'échelle temporelle, pas d'échelle de kilomètres, enfin c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et du coup, le lecteur, il se laisse embarquer par l'histoire, mais quand il se réfère à la carte, il ne fait que localiser. Ouais. Et il ne peut pas se rendre compte du temps qu'il faut pour traverser la montagne ou pour... Parce que tu vois, une des choses intéressantes éventuellement dans l'imaginaire, c'est mettre une échelle de temps pour voir quand tu traverses la montagne, tu mets pas le même temps que quand tu es en plaine, etc., etc. Donc quand, par exemple, au début, il voyage sur un cheval, c'est un voyage assez pénible.
Et en fait, ça rajouterait quelque chose. Voilà, c'est tout. En fait, c'est bon. Oh, vas-y. Non, c'est marrant parce que donc là, on est en train de travailler sur la carte pour donc l'envol des sables avec Stéphane Arson. Donc c'est une carte, c'est un récit qui se passe au 8e siècle. Pour le coup, c'est de la fantaisie historique. Donc ça se passe au 8e siècle. Donc on a beaucoup réfléchi sur la carte. Finalement, c'est une carte qui ressemble à ce qu'on fait plus ou moins de nos jours. Et sauf qu'à la toute fin, il a rajouté une échelle parce que c'est un cartographe en fait. Et là, je lui ai dit, mais au 8e siècle, mais il n'y avait pas d'échelle, donc ça va pas du tout, Stéphane. Moi, je suis pas là, ça m'a coupé. Et en fait, je sens que ça l'a un peu, tu vois, il était pas très content. Alors qu'ils mettent une échelle de temps, tu vois. Du coup, on a enlevé. Voilà. Puis le lecteur ne pourra pas se faire une idée du transport. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Bon, dans la vraie vie, c'est des points en moins si on oublie l'échelle sur la carte. C'est vrai. Donc, Ellie, je m'adresse à toi. Ça, c'est la carte qu'on trouve dans Steam Sailors. Alors, on a la version tome 1, tome 2 aussi, et le tome 3, voilà, c'est de nuit. Elle est trop belle. Donc, Ellie, je vais te laisser parler un petit peu de ton roman, qui se déroule dans un univers qui n'a rien à voir. Pour le coup, d'un point de vue réalisme, tu as pris plus de liberté qu'Aurélie. Voilà, je voulais savoir comment tu avais travaillé la question du réalisme et peut-être par la carte pour ne pas perdre ton lecteur tout en lui proposant un truc complètement fou. Alors, en fait, à la base, c'était pas pour ne pas perdre le lecteur, c'était pour pas me perdre moi. En fait, alors, parce que en fait, il y avait plusieurs points dans ta question et j'avais des réponses, mais là, c'est perdu. Alors, oui, en fait. Déjà, si tu peux la question du réalisme. Ah oui, de parler de l'histoire. Nous parler, oui, de Okay. tes romans. Merci. Alors, c'est une histoire de pirates. Ouais, je voulais surtout parler de pirates, mais ce sont des pirates du ciel. C'est un roman steampunk, donc j'ai aussi pris des libertés avec les principes de physique. Et donc, ce sont des pirates à bord d'aéronefs. Et le monde est fractionné en deux. Il y a le monde terrien comme le nôtre, et des morceaux de croûte terrestre qui ont une propriété géologique un peu particulière, et elles ont un cœur magnétique en fait inversé qui fait qu'elles sont en suspension à une certaine distance du sol. Et en fait, ces pirates-là, ils évoluent dans ce monde aérien. Et en fait, moi, je suis pas une lectrice de fantasy à la base, et Steam Sailors, c'était mon premier roman, et c'était une écriture de récréation à la base, enfin comme beaucoup d'ailleurs. Beaucoup d'auteurs commencent comme ça. Et la carte, c'était pour moi, enfin, je la faisais au fur et à mesure parce que moi, j'aime bien ancrer ma fantaisie dans un réalisme, mais surtout réalisme historique. Donc en fait, le monde de Steam Sailors, il a l'air d'avoir rien à voir avec le nôtre, mais en fait, c'est un reflet de ce qu'était notre monde au XVIIe et XVIIIe siècle, pendant l'âge d'or de la piraterie. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur la piraterie, mais du coup, la carte, je la faisais pour moi, pour me repérer dans les lieux, et aussi dans un souci de réalisme de temps de trajet. Et pour ça, du coup, j'ai regardé combien de temps on met à se déplacer avec un dirigeable un petit peu pimpé. J'avais demandé à mon frère aussi, le petit frère pour qui je racontais cette histoire. Je lui ai demandé, qui est maintenant à l'école de l'air pour apprendre à piloter des avions. C'est pour ça que mes pirates volent, en fait. C'est parce que il a déjà 7-8 ans, il était fasciné par le ciel et les machines qui volent. Donc voilà, ça l'a pas quitté. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tu crois que c'est crédible si puis il me disait, ça dépend, parce que si c'est reporté comme ça. Il me donnait des détails très très techniques, et puis souvent je disais, ouais, de toute façon on va dire que c'est magique. et PGCM. ouais, exactement. Et non, c'est même pas si magique que ça, parce que la magie, elle apparaît un petit peu plus tard dedans. Elle est en filigrane, surtout dans le premier tome. Et en fait, cette carte-là, elle était pour moi à la base. En fait, j'avais pas, parce que du coup, effectivement, j'avais pas l'habitude de lire des romans avec les cartes dedans. Donc en fait, la carte, elle m'est venue spontanément, mais c'était mon outil à moi dans mon carnet de bord, là où je faisais des croquis de mes personnages, là où je mettais des notes pour ne pas oublier de quel côté mon pirate était amputé la main. Voilà. Et en fait, quand mon éditeur
m'a demandé si on pouvait mettre des cartes ou un plan du navire. Je fais bah oui, oui, j'ai tout ça, mais je l'ai en crade, quoi. Il faut que je le fasse un peu plus propre pour les illustrateurs. Donc j'ai refait au propre mes gribouillis. Et bah, un peu dans ce style-là, et les illustrateurs ont fait cette merveille, du coup, à partir de ma bouillie d'encre et de crayon de papier. Non, non, on ne parle pas de bouillie ici. On parle de quoi alors? De chef-d'œuvre. Ah, comment on dit pour les chefs-d'œuvre bordéliques alors? Parce que C'est du génie. c'est ça, c'est le flou artistique, on peut dire ça. Bah, voilà, donc c'est finalement, j'ai suivi les codes de la littérature fantastique sans le savoir à ce moment-là. D'accord. Et si tu peux nous aider un peu à mieux comprendre cette carte, parce que autant celle d'Aurélie, on se raccroche un petit peu plus à nos cartes habituelles. La tienne, donc, ce que tu expliquais, c'est qu'on a en fait le monde d'en bas et le monde d'en haut. Alors, je ne sais plus si c'est comme ça que tu les appelles. Au monde et bas monde. Au monde et bas Je me monde. suis pas trop cassé la Au tête. monde et bas monde. Et donc, le haut monde, c'est celui de ces morceaux de terre flottants, de ces espèces d'îles aériennes. Et donc, comment est-ce que tu les as comment on lit ta carte quand on la regarde? En fait, c'est celle du haut monde, celle-ci, et faut imaginer qu'en dessous, bah, je crois que d'ailleurs dans la carte du premier, ça se voit un petit peu plus que c'est un monde suspendu. Voilà, on voit en clair les morceaux, Les continents et les les mers. continents terrestres et les continents du bas monde, et donc ce qui est en dur, en plus foncé, c'est le haut monde. Voilà, parce que se déplacent surtout. Ça leur arrive d'aller faire des excursions dans le bas monde, mais voilà, on a plus représenté le haut monde. Alors, question pour nos 2 autrices d'imaginaire. Ces cartes-là, ces outils, on comprend bien que c'est, à la fois pour ne pas se perdre, mais est-ce que c'est devenu au fur et à mesure un outil aussi d'inspiration? Est-ce qu'en posant un morceau de terre quelque part, un continent, une chaîne de montagnes, vous avez dit: «Bon, bah, de façon naturelle, un fleuve en découlera, un climat, des vents», par exemple? Oui. Oui, je pense que ça joue et bon, moi, là où je triche un peu, c'est que la carte, bon, que j'ai fait pour la Horde, hein, ressemble quand même beaucoup à la carte de Corée. Donc j'ai beaucoup étudié le climat qu'il y avait en Corée, le pourquoi du climat était comme ça, très sec en hiver, très humide en été, pourquoi en fait quand on regarde, tu le vois peut-être un peu sur la carte, mais en fait, ils ont toute la côte, est qui est assez lisse en fait et la côte ouest qui est très déchirée. Donc je me suis posé beaucoup de questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit et tout ça? Et en fait, ouais, ça crée une forme d'imaginaire, mais tu vois, et cet hiver qui est très sec. Donc moi, je suis allée 2 fois en Corée en hiver. Bah, c'est très différent de l'hiver qu'on vit ici, tu vois? Et donc ça crée plein d'idées. Donc bah, au début du roman, ça se passe en hiver, donc ils ont super froid. Et j'ai plein d'images là-bas de rivières prises dans la glace, d'arbres pris dans la glace. Donc ouais, ça crée un imaginaire. Après, oui, forcément, quand tu places des éléments sur un décor, OK, au début, tu dis: «Bon, oui, c'est à peu près une montagne» et en fait, plus tu places des éléments, en tout cas pour moi, sur ta carte, hein, et plus ça précise ton imaginaire avec, la végétation qui va avec, la rivière, les animaux éventuellement que tu peux rencontrer, ouais. OK. Et je précise que, l'hiver, en plus, dans le début de ton roman, on le sent, mais au point de ne pas apprécier les premiers chapitres, au sens, expérience de lecteur. Pourtant, j'adore l'hiver. Heu C'est vrai qu'en lisant, on a très froid. et donc, C'est que c'est réussi, il est réussi. j'en doute pas. Et Ellie, du coup, de ton côté, est-ce qu'il y a eu, avec tes cartes, aussi cet aller-retour entre, je crée mon monde, et mon histoire se développe et donc parce que, on est dans tel climat, il y a des événements particuliers qui se déroulent, souvent le climat, en fait, peut avoir ce potentiel sur les intrigues? Moi, j'ai pas tellement fait d'aller-retour entre la carte et bah, en fait, une fois que je l'avais couché sur mon carnet de notes, c'était bon. Mais c'est surtout, ces contraintes-là où en fait j'ai surtout réfléchi en termes de navigation, et en fait qu'on navigue,
quand on navigue sur mer ou dans l'air, à bord d'un navire, en fait, on passe beaucoup plus rapidement d'un climat à un autre qu'en voyageant par la terre. Et moi, je me suis plutôt référée aux récits de navigation à voile des guerres napoléoniennes pour ça. Et je sais pas si vous avez lu, si vous connaissez les romans de Patrick O'Brian sur le capitaine Jack Aubrey, un capitaine de marine anglaise. Et en fait, c'est des récits de ce capitaine de vaisseau pendant les guerres napoléoniennes, donc enfin, la partie maritime de ces guerres-là. Et en fait, c'est très bien décrit dedans comment est-ce que pour faire une prise, donc pour courser un satané corsaire français, par stratégie de navigateur, le capitaine fait un grand détour en visant un pôle, et en fait, en quelques jours, il atteint un pôle. Donc forcément, plus on se rapproche des pôles, plus on a froid. Et donc mes pirates en fait vivent un peu la même chose, c'est-à-dire des changements assez rapides de climat. Donc effectivement, quand ils se réveillent et qu'il y a de la glace sur le pont, bah, ce sont des pirates. Donc ils chaussent des patins et ils font une partie de hockey, de fjordgrunning, mais ça se rapproche du hockey, leur sport de pirate où il faut autant marquer des buts que casser le nez de l'adversaire. Et et quand ils approchent d'une île un petit peu au climat un peu plus clément, ils font une escale pour se ravitailler. Enfin, voilà. Donc j'étais beaucoup plus ancrée là-dedans dans des récits de navigation. Ah bah vous n'êtes pas obligé de lire tous les livres pour avoir une idée, parce qu'il y a eu une adaptation. Si, si. Non, enfin non, je parle pas des miens, je parle de ceux de Patrick O'Brian. mais vous lisez ceux que vous voulez. C'est plus logique. Les miens ou ceux de Patrick O'Brian. Enfin, ceux de Patrick O'Brian sont très bien, mais par contre, effectivement, c'est pas la même époque d'écriture, donc il y a beaucoup de détails et tout. Enfin, pour moi, c'était une mine d'or d'informations, mais pour des lecteurs peut-être maintenant un petit peu plus avides de rythme, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais il y a eu une adaptation en film qui est très très bien. Je pense qu'elle a souffert de sa sortie au cinéma en même temps que d'autres films, parce que ça a pas été un succès commercial, mais par contre c'est un des meilleurs films sur la navigation du début 19e que j'ai vu. Ça s'appelle Master and Commander. Il est trop bien. Ah ouais, super, tu l'as vu. Et très bien. il a été, c'est une adaptation de petits bouts comme ça de romans de Patrick O'Brian, et c'est très très représentatif de ce que c'était que la navigation de l'époque. Alors il y a 2-3 petits anachronismes, notamment sur la Marseillaise et tout, mais on leur pardonne volontiers, ce sont des Anglais, donc voilà. Mais à part ça, franchement, c'était très très bien. Donc si vous voulez avoir une idée de l'ambiance de ce que c'était à bord d'un navire, vous pouvez regarder ça et vous en aurez une idée assez proche. Ou lire Steam Sailors. Au lieu- Vous retirez les ballons. Oui, c'est vrai. Alors, je raccroche avec la terre ferme. Donc là, c'est une question pour toi, Christine, sur l'enjeu derrière la carte et ceux qui possèdent les données. Alors, autant IGN autant en parlant de la donnée qui servirait à faire le fond de carte IGN qu'à la représentation. Et là, j'affiche Bâtir la paix. Qui est une carte, si je ne dis pas de bêtises, qui a été faite par les habitants. Oui, alors c'est une carte c'est un projet qui a été mené par une collègue qui s'appelle Jasmine Salakas. D'ailleurs, c'est ça. Vous avez en bas à votre gauche son nom. Et en 2017. Et en fait, c'est avec son autorisation qu'on a pu récupérer cette carte pour illustrer justement que même de nos jours, on a besoin de tracer les territoires pour les défendre. Donc pour nous, ça semble, en France ou dans le monde occidental, ça nous semble assez évident. On a déjà des frontières, on connaît la forme de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de tout ça. Mais il y a certains endroits du globe où on n'a pas encore ce qu'on appelle lever le territoire, c'est-à-dire être capable de poser en coordonnées géographiques, X et Y, de poser les lieux où ils sont, les uns par rapport aux autres.
Et ça peut avoir un enjeu purement administratif, politique, parce qu'en fait, au départ, quand on a commencé à tracer les cartes et tracer les territoires, c'était pour, on lève le territoire, mais aussi on lève l'impôt. Donc, la carte avait, la délimitation des territoires avait un objectif de où puis-je récupérer mes impôts, en quelque sorte. Même sous Louis XIV, c'était déjà ça. Et donc de nos jours, il y a aussi un enjeu de où est le territoire et à qui il appartient. Et donc cette chercheuse, enfin c'est une cartographe avant tout, elle a sous un projet de recherche en lien avec la ville de Bâtir et les chercheurs qui y habitent, il n'y avait pas de carte de Bâtir. Donc en fait, elle a été appelée de façon à pouvoir lever le territoire, donc avec tout un tas de bénévoles et avec les habitants. Ils ont repéré où sont les choses, ils ont mesuré les altitudes, les longitudes, les latitudes, etc. Et ils ont construit cette carte pour montrer la ville de Bâtir et ce que ça représente, la taille, la forme, où sont les choses, et pour ancrer cette ville dans la réalité géopolitique, en quelque sorte. Donc c'est la carte, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une manière de défendre son territoire et de l'organiser, évidemment, parce qu'à partir du moment où vous avez une carte, eh ben vous pouvez commencer à organiser, à poser les choses, à regarder si on peut pas y mettre un petit immeuble à cet endroit-là, si je fais une cité comme si à cet endroit-là, qu'est-ce que ça donne, où est le centre, etc., etc. Donc c'est des rapports de lieux qui sont importantes, et c'est vrai que le fait de le poser sur la carte, ça va vraiment permettre de gérer le territoire. Donc la carte, ça sert aussi à gérer. Alors tu avais une autre question sur les données. Alors les données, c'est tout un monde cartographique. Au jour d'aujourd'hui, un cartographe ne peut pas exister en quelque sorte s'il a... Bon, il peut faire juste des crayons de couleur, évidemment, mais pour pouvoir tracer une carte ou faire vivre, enfin mettre à la lumière une réalité géographique sur une carte, il a besoin de données. De nos jours, on s'en sort pas sans les données. Donc il y a des données dites géographiques, c'est des données en coordonnées géographiques XY pour pouvoir poser les choses sur la carte. Il y a des données statistiques, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de cartes statistiques aussi, démographiques, politiques, d'aménagement, enfin bon, toutes les données que vous pouvez imaginer. Et l'origine des données, et celui qui possède les données, en fait, il possède tout, quoi. Il possède Le monde. Il possède le monde, en fait. Et de nos jours, en cartographie, il y a tout un monde qui s'est ouvert sur la donnée, parce que je pense que vous avez entendu parler de la donnée libre, c'est-à-dire la donnée qu'on n'achète pas, qui est donnée pour tout le public. Et notamment, il y a une carte mondiale qui s'est montée, qui est la carte dite OSM, qui est une carte contributive, c'est-à-dire où tout citoyen peut poser un objet sur la carte qu'il semble qu'il manque. Donc, il y a un petit portail géographique qui s'appelle OSM et sur lequel vous pouvez contribuer. Et il y a tout un monde qui est fait autour. Ici, dans la salle, il y a une collègue qui organise sur Bordeaux avec des élèves ce qu'on appelle des cartoparties, c'est-à-dire des organisations ou une petite fête autour de la relève de la donnée et de la prise en compte de la donnée. Donc en fait, on engrange des endroits où on n'a pas bien tracé, que ce soit par exemple des chemins de randonnée ou des itinéraires particuliers ou des points, des arrêts de bus, des poteaux électriques, des tas de choses comme ça, où on va poser l'information à des endroits particuliers, ça va être validé et ça va rentrer dans cette carte mondiale. Et cette carte, elle est mondiale parce qu'elle existe partout. Donc si vous voyagez, que vous allez, je sais pas, aux confins d'un monde imaginaire, ça va le faire parce que c'est imaginaire. Mais aux confins de la Corée, par exemple, s'il y a un sentier qui manque, ben on peut le répertorier et le donner à voir aux autres personnes de la communauté. Pardon. Il y a quelqu'un qui se charge de vérifier la véracité de ce qui est indiqué ou pas? Oui et non. Ok.
Oui, parce que à certains moments, on est capable de vérifier, mais si vous êtes aux confins de la Corée Ah oui, et qu'il y a personne qui peut aller vérifier que le chemin existe ou que le poteau électrique est bien à cette coordonnée géographique, c'est compliqué. En général, vous avez des petits appareils GPS qui vous permettent de poser la coordonnée réelle là où vous êtes. Et donc, a priori, il n'y a pas énormément d'erreurs. génial. Voilà. Trop bien. Et donc, alors, moi, j'arrive avec mes gros sabots, mais il y a peut-être un an, je sais plus dire, on a eu le scandale du Golfe de Mexique / Golfe d'Amérique. Et donc, il y a eu cette question de la personne qui produit la carte, donc, et la personne qui possède l'information va imposer sa vision du monde. On n'en a pas parlé, mais en fait, les cartes qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est l'Europe au centre, c'est la forme des continents avec les pôles complètement élargis. On a un million de possibilités de représentation. Un d'ailleurs. million, pas tout à fait, mais Un peu moins peut-être. mais on en a énormément. Effectivement, ça par exemple, c'est une carte qui montre que, en fait, on connaît on connaît pas tout à fait la surface réelle. C'est une carte qui donne à voir le monde tel que vous le connaissez, mais simplement projeté différemment. Donc il est inversé. Vous pouvez vous repérer, parce qu'au début c'est assez compliqué, parce que non seulement c'est inversé, mais c'est décalé, puisque vous avez l'Australie, l'Océanie qui est pile en face. Donc on a l'Inde, on se repère avec les Amériques, mais c'est pas une carte qu'on a l'habitude de voir. Et effectivement, cette carte appuie un peu la même idée que j'ai développée tout à l'heure sur le point de vue. Et en fait, quand on est dans ce monde-là de la réalité, mais là, ok, c'est réel, mais c'est réel avec un certain parti pris. C'est-à-dire que à partir du moment où vous posez un fond de carte pour y mettre de l'information, qu'elle soit topographique ou qu'elle soit thématique, vous allez faire un choix. Et ces choix engagent votre carte et engagent votre propos. Vous n'allez pas donner à voir les choses de la même façon. Donc on parle en général en géographie de projection. On projette le monde en 3D sur du papier. Pardon, même si de nos jours, on peut très bien faire des cartes en 3D, mais parlons des cartes papier. Finalement, comment vous allez poser votre monde, et que ça soit le monde entier, ou que ça soit une partie du monde, eh bien, vous n'allez pas montrer les mêmes choses. Et où vous allez tracer les traits, comment vous allez les poser. Il n'existe pas 1000, mais il existe à peu près entre 370 et 380 projections du monde différentes, avec des centrages différentes, parce qu'une projection, ça met en œuvre des éléments mathématiques, bien sûr, des calculs mathématiques, mais ça met aussi en œuvre un point de vue, un centre. Donc, où est le centre du monde? Et selon la façon d'organiser la carte, vous n'aurez pas la même projection, vous n'aurez pas la même façon de donner à voir le monde. Et on peut, quand on passe de la 3D à la 2D, obligatoirement, on déforme. C'est une obligation. Bien, en fait, comment vous allez déformer, c'est un choix que vous faites en tant que cartographe. On ne déforme pas de la même façon. Évidemment, plus on est dans le local, comme la carte un seul pays, on déforme moins que quand on donne à voir le monde. Donc voilà. Si je peux dire, en fait, c'est intéressant dans Mind Maps. Dans Mad Maps, justement, le chapitre où tu expliques que l'Europe, on s'est mis en haut, là où on était bien étendu. Et l'Australie, du coup, on a eu marre. Et donc, sa carte, ils l'ont inversée. Ils ont mis le pôle sud en haut et ils se sont mis au milieu. Et en fait, nous, du coup, on est rétrécis, en fait. Ouais, complètement. Mais, donc voilà, c'est vraiment une histoire de point de vue et de qu'est-ce qu'on veut donner à voir. Après, c'est pas exactement, ils en ont pas eu marre. En fait, c'est quand vous êtes là-bas en Australie, les cartes dans les manuels scolaires, ils sont le sud et à ce que nous on appelle le nord. En fait, la carte est inversée. En Argentine, c'est pareil. Les cartes dans les manuels, ils sont dans l'autre sens. Et ils se mettent au centre, évidemment. Alors, c'est la fin de la conférence ou on passe aux questions? Bon, tout va bien. On n'a pas à ce point dérivé. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos explications, vos regards et vos partages. Donc on a 15 minutes pour des questions dans le public, si certains d'entre vous
Ouais, je vais vous parler bien dans le micro. Oui, merci pour ça. Merci pour cette conférence très intéressante, cette table ronde très intéressante. Évidemment, ça donne envie d'acheter les livres, bien sûr. Et j'ai été assez interloqué par la remarque sur les échelles. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde dans les livres de fantasy, alors Tolkien a énormément marqué les esprits, hein, avec sa carte. Tout le monde derrière en a fait une. C'est assez rare d'avoir un livre de fantasy où il n'y a pas de carte. Et c'est encore plus rare d'avoir des échelles. Et de mémoire, alors merci, ça c'est très bien, parce que même dans celle de Tolkien, il n'y en a pas de mémoire. Hein. Et ça m'interpelle. Parce Il me que semble qu'il y en a certaines où il a mis une échelle, mais effectivement, sur celle qu'on connaît le plus, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Et ça m'interpelle parce que ce que vous avez dit, c'est d'abord et avant tout pour vous repérer vous-même en tant qu'écrivaine. Mais néanmoins, elle se retrouve dans le livre, ce qui signifie qu'à un moment ou à un autre, l'auteur, voire l'éditeur, ou les deux, estime que c'est nécessaire pour le lecteur. Or, le lecteur n'a pas ce rapport à la carte qui a été décrit tout à l'heure. Donc ça signifie que je me pose vraiment la question de savoir quel est le rapport à la carte qu'a le lecteur dans les livres de fantasy. Et il doit y avoir quelque chose à comprendre là-dedans, parce qu'elles sont partout. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est lié directement. Hier, il y avait Gratalou qui était sur France Culture et qui signalait quand même que il y avait un vrai sujet au niveau du GPS. Oui. Et que effectivement, le rapport à la carte est en train de changer. Et je suis donc en train de me demander, mais qu'est-ce qui va en être en fantasy ? Puisque la carte est si importante que ça, elle se perd, les gens ont de moins en moins l'habitude de les utiliser, et pourtant elles perdurent. Ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisées comme des cartes, en vrai. Je peux avancer une hypothèse là-dessus. Parce que ce que je remarque sur la carte de Tolkien, c'est que en fait, on a une carte en mode très vintage, en fait, même, je dirais, les débuts de l'exploration du monde, où quand on savait pas ce qu'il y avait à un endroit, ben, pour meubler, on mettait un petit monstre. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu disais, à cette époque-là, on se préoccupait pas encore trop de l'échelle. Et oui, c'est une hypothèse. Et je pense qu'en fait, les lecteurs, leur rapport au... Non, vous avez pas l'air d'accord. Je pense que les lecteurs, en fait, dans les livres de fantasy, ils s'attendent encore à avoir ces cartes-là, plus des cartes stylisées que des cartes que des cartes d'exactitude. Alors, si je peux dire quelque chose, la carte de Tolkien, en fait, on se dit qu'elle ressemble à une carte ancienne. En fait, quand on regarde les cartes historiques, il y en a aucune qui ressemble à ça. Aucune avec ses symboles, aucune avec cette façon de représenter le monde, aucune. C'est une pure création. Je parlais des monstres, fantasy, monstres marins qu'on mettait pour meubler les... Non, c'est vraiment tous les trous. pictogrammes de montagnes, la façon dont on fait les côtes, la mer. Moi, j'ai trouvé aucune carte qui ressemblait à ça, en fait. Donc, c'est une fausse représentation historique, je dirais. Donc, c'est assez intéressant, en fait. Hein, et ça n'existe qu'en fantasy, effectivement. Alors moi, je lis pas beaucoup, je lis pas, voire pas du tout. Je me suis mise à lire la fantaisie quand on m'a invitée à cette table ronde. Je me suis dit, oula, je vais peut-être lire leurs ouvrages. Comme on dit, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, j'ai pas commencé le tien, mais le tien, j'ai bien avancé et j'ai trouvé ça assez sympa. Alors maintenant, pour répondre à votre question, Gratalou étant un ancien collègue de la même université, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas, je connais bien la carte de Tolkien, même qu'en cartographie, quand on fait un cours sur l'histoire de la carto, à un moment donné, on a un petit chapitre sur les cartes imaginaires, donc j'en connais des cartes pas mal. Vous avez raison, il y a quasiment, je dis pas jamais, mais quasiment jamais d'échelle, parce que j'arrive pas à me souvenir du nom de la carte où je vois une échelle. Faudrait que je la retrouve. Et je pense que c'est parce que justement c'est imaginaire et que c'est comme si la carte elle était illustrative uniquement pour faire joli. Excusez-moi du terme, c'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment pour faire joli. Alors comme dit Aurélie et Élie, vous avez utilisé cette carte pour ne pas vous perdre vous-même dans le récit. Moi, en tant que lectrice du récit d'Aurélie, je me réfère quasiment toutes les 3 pages à la carte, mais je suis cartographe. Mon œil est biaisé.
Parce que mon idée, c'était, est-ce que c'est dans le livre? Est-ce que c'est sur la carte? Ça, j'aurais aimé de savoir si, ah oui, elle dit que c'est à l'ouest, mais est-ce qu'elle l'a bien mis à l'ouest? Donc, je suis vraiment allée faire ces allers-retours. Mais on est d'accord, je suis biaisée. Mais après, je pense que, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? C'est comme, il y a tout un débat sur la flèche du Nord ou la flèche du Sud. Est-ce que c'est utile de mettre l'orientation? Donc, les géographes ont dit, en général, thématiciens, on dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que quand le Nord est au Nord, parce on habite dans le Nord et que on est dans l'hémisphère Nord et qu'on part du principe que les cartes sont présentées toujours avec le Nord au Nord. Donc voilà, donc c'est pas la peine. Et pourquoi c'est pas la peine? Parce qu'en fait, c'est un élément qui va attirer l'œil au lieu d'attirer l'œil sur le propos de la carte, et ça va faire des enjolivures comme les petits monstres, tu vois. Voilà. Donc, je pense que c'est pas obligatoirement utile, c'est imaginaire. Et je pense que c'est le but d'une carte dans les romans d'imaginaire. En fait, c'est juste de faire rêver et voyager les gens. Moi, quand j'étais jeune, je passais des heures à regarder les cartes. Et en fait, rien de spécial, hein, mais juste à me projeter, à m'imaginer dans ce monde qui n'existe pas. Et après, une fois que je lis le roman, je la regarde plus, en fait. Parce que si le roman est bien écrit, en vérité, on n'a pas besoin de cartes. Ah, il y a des désaccords dans la salle. Oui, ou alors c'est pour ancrer le récit dans un semblant de réalisme. C'est ça doit être vrai puisqu'il y a une carte. Tout ce qui est sur la carte n'est pas vrai, obligatoirement. Ah oui, mais là cette phrase, je l'ai sortie. C'est une phrase de Béotienne, mais très consciente. Oui, excusez-moi, je vais essayer d'aller relativement vite sur le sujet sur lequel on était en train de parler, parce que bon, il se trouve que je suis cartographe. Alors pourquoi est-ce que il y a pas d'échelle sur les cartes avant le XIIe siècle? Tout simplement parce que en fait techniquement c'était pas possible d'en mettre. Il a fallu pour ça attendre qu'on invente le log de bateau et le coupler à un sablier et faire des cartes qui s'appellent des portulans pour pouvoir réellement avoir les distances entre les ports. Mais il faut bien voir que dès l'Antiquité, au moins en tout cas pour les cartes européennes et y compris pour les cartes asiatiques, là je pense particulièrement aux cartes chinoises de Zhang Heng, mais dès l'Antiquité, on avait parfaitement conscience de l'importance d'avoir des mesures globales. Et d'ailleurs, la circonférence de la Terre a été précisée plusieurs fois, d'abord par Aristote, ensuite par Ératosthène qui a trouvé la mesure juste, et enfin au 1er siècle avant Jésus-Christ par Posidonius. Et ça se retrouve dans l'Almageste de Ptolémée. Donc en fait, même si on ne voit pas d'échelle sur la carte, l'échelle elle est induite, ou en tout cas elle est suggérée forcément. Et en tant que cartographe, moi j'ai tendance à dire que la carte doit de toute façon toujours contenir 3 choses: un titre, une flèche nord, une échelle. Si elle a pas ça, ça n'est pas une carte, c'est un dessin vu du ciel. Et c'est tout. Vous voulez un débat de cartographe? Voilà. Donc non, mais pour moi c'est vraiment très important. Et ça c'est important parce qu'on vous l'a ancré quand on vous l'a enseigné. Et par exemple, mes étudiants, moi, ils vont vous débattre pendant des heures pour vous expliquer que non. Oui, l'échelle est importante, le titre est important parce que c'est la porte d'entrée, et encore, ça dépend de la carte et de l'objectif de la carte, et le nord, ça dépend à qui vous vous adressez aussi. Alors d'accord, mais en ce qui me concerne, moi, le premier livre que j'ai lu de ma vie, c'était un atlas. De toute façon, je suis né cartographe, donc forcément, j'ai une vision un petit peu différente de la chose. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'effectivement, il faut bien remettre les choses dans leur contexte et comprendre l'utilité qu'il peut y avoir, notamment sur, par exemple, une carte comme celle de Tolkien ou une carte de fantasy. Ça me paraît très important aujourd'hui de mettre l'échelle, tout simplement parce qu'on en est capable, et il faut bien comprendre que les auteurs de cartes à l'époque, au 8e siècle, s'ils n'en mettaient pas, bon, déjà la cartographie scientifique n'était plus réalisée en Europe à ce moment-là, on en était resté à l'Almageste de Ptolémée. Mais s'ils avaient eu la possibilité de mettre une échelle, bien sûr, ils l'auraient fait. Donc, je pense que ça reste quand même quelque chose dont il faut tenir compte, et surtout si on fait le choix d'avoir une représentation qui est sérieuse, à défaut même, pourquoi pas d'être carrément scientifique. Dans ce cas, oui, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond. Voilà. Par contre, sur les cartes thématiques, effectivement, là,
bon, Pour l'enjeu. avoir l'importance du Oui, territoire. oui, non, mais on est d'accord. Mais là, l'enjeu est totalement différent. Il s'agit de montrer une réalité statistique, etc. Par contre, c'est vrai que dans un livre de fantasy, vous l'avez dit vous-même, on se reporte à la carte pour voir si ça, c'est vraiment à l'ouest ou à l'est de, etc. Bah, là, pour le lecteur, c'est important, il me semble. Merci. Pour revenir sur l'histoire des distances, à l'époque où il n'y avait pas d'échelle, c'est la carte de Peutinger, je pense. Ouais, l'itinéraire, la carte de Peutinger, qui avait des, en fait, si, c'est un itinéraire distances, vers en fait. Jérusalem. Et en fait, il y avait en haut de la carte des espèces de petites barres qui donnaient le nombre de jours de trajet à pied ou à cheval pour pouvoir aller d'un point à un autre. Donc c'est intéressant, c'est pas une échelle en kilomètres, c'est une échelle en temps de voyage. En temps de voyage. À l'époque, en plus. Donc, en fait, en temps de voyage, c'était pas des routes goudronnées, c'était pas, voilà. Donc, c'était intéressant. Donc, Et cette quand on leur notion parle d'aller d'importance de la distance, en fait, quand vous faites de la géographie, vous parlez d'espace, parce que c'est génial ce qui se passe là. Comment? On peut avoir du popcorn parce que là, je me régale, c'est génial ce qui se passe. Et votre intervention, elle était vraiment passionnante. Oui. Tout à fait. Vous avez traumatisé des générations d'étudiants en architecture. Voilà, je le précise. Vous en avez une à côté. Bonjour, merci beaucoup pour tous ces échanges très riches. Moi, je tenais à dire que je trouve vos cartes très belles et que Nos dessins vus du ciel. Non, moi j'estime que une carte, vous êtes autrice, c'est votre univers, c'est à vous de donner les normes de ce que vous voulez représenter et vous êtes maîtresse de votre création. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport à votre processus d'écriture. C'est tout bête comme question, mais qu'est-ce qui vient d'abord? Votre carte ou donc vous expliquez, vous faites des allers-retours notamment, mais est-ce que quand vous commencez à écrire votre livre, vous avez déjà une carte en tête, vous visualisez très bien l'univers, ou est-ce que la carte elle fiche quelque chose que vous aviez déjà en tête, ou est-ce qu'elle vous aide à clarifier des points? Enfin, est-ce que quand vous écrivez, vous avez déjà tout l'univers en tête avec où sont les montagnes, les machins, etc. et juste vous dessinez votre carte et ça représente? Ou est-ce que vous testez un peu? Est-ce que vous découvrez votre univers au fur et à mesure que vous le racontez? Donc voilà, je me demandais un peu quelle relation vous aviez à cette carte et comment vous en arriviez à représenter cet univers. Merci. Ok. Moi, dans mon cas, mes romans viennent toujours par les personnages d'abord et leur évolution, enfin leur trajectoire personnelle. Donc en fait, l'univers, la géographie, donc la carte viennent complètement après pour servir le récit du personnage. Donc moi, clairement, c'est juste un moyen de me noter ce qui se passe au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, parce que si j'écris, je vais jamais me souvenir. Donc en fait, c'est juste une façon de matérialiser effectivement ce que je crée au fur et à mesure. Mais clairement, non, c'est une conséquence. C'est à peu près ça aussi. C'est en fonction de ce que j'ai envie que vivent mes personnages. Du coup, le décor se crée et comment ce décor-là s'inscrit dans un monde. Donc je pense que c'est à peu près comme toi. Je pense que ça doit être le même mécanisme. Mais je m'étais jamais posé la question avant maintenant. Alors, ça va être la toute dernière question parce qu'il est bientôt l'heure, donc il va falloir faire un petit peu vite, désolé. Je vais remettre une pièce dans la machine. Nord-Sud, c'est une représentation magnétique. C'est finalement très anthropocentré, très terra-centré. Un monde qui ne serait pas sur la Terre, finalement, il n'y a peut-être pas de pôle Nord, pôle Sud. Et puis les distances, là, on est sur une carte en 2D, XY, mais on peut rajouter une autre dimension. On peut parler finalement d'autres univers, de multivers. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer de représenter ça? Est-ce qu'il y a des auteurs, d'ailleurs, qui envisagent de représenter d'autres mondes? Dans Hazel tout court, c'est un roman jeunesse à partir de 9 ans qui est sorti la fin août. Je m'appuie sur une théorie comme ça de la représentation du monde en rajoutant des dimensions, en partant de la théorie de physique quantique sur la téléportation. Et si on rajoute encore une dimension à notre monde en 3 dimensions, si on rajoute la dimension temps, en fait, on pourrait, si on arrivait à mettre en pratique la téléportation, on pourrait même, du coup, la dériver en voyage dans le temps. Et je me basais dessus, puis mon éditeur a dit « Non, ça c'est trop compliqué pour les enfants, tu peux enlever l'explication scientifique. » J'étais à fond dedans, parce que du coup, c'était une vraie théorie de physique quantique. Je me dis « C'est génial, on est à ça de pouvoir se téléporter, puis de voyager dans le temps. » Mais
plutôt ça, en fait. Mais ça veut dire que dans l'esprit de scientifiques géniaux, c'est déjà possible. Ouais, mais oui, donc c'est pas, je pense que vous êtes en train d'anticiper des choses qui vont peut-être arriver avec votre question. Et moi, pour ma part, donc là, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman où les personnages vont vers du toujours plus froid. Et en fait, je me lutte contre moi-même pour me dire, non, ils vont dans le sud, pas au nord, dans le sud. Donc en fait, c'est tellement ancré en nous, cette représentation du monde, que c'est dur de s'en extraire. Mais du coup, je répondrai Pratchett. Cette conférence touche à sa fin. Donc, je vous remercie de votre présence, de vos questions, enfin pour vos questions, et merci beaucoup à toutes les trois pour ce riche débat, et Monsieur le cartographe. Merci. Merci Camille pour ta préparation, présentation et l'animation. Merci Camille, merci à vous deux pour ces échanges.